Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Il y a les émissions que l'on fait parce que l'actualité, parce que le bruit du monde nous y pousse, nous y oblige même parfois. Et puis il y a celles comme ce soir que l'on décide de faire justement parce que le silence qui entoure un sujet devient trop assourdissant, parce qu'il passe trop souvent sous le radar médiatique alors qu'il est au cœur même de la société. C'est le cas de l'inceste, l'impensé ultime, le plus grand des dénis. À la fin de cette journée, 438 enfants ont été victimes de violences sexuelles depuis ce matin. Un toutes les 3 minutes, dont une immense majorité dans le cadre familial. Des centaines d'enfants que la société n'aura pas réussi à protéger de leur agresseur alors que bien souvent, ils avaient essayé de parler. Alors comment faire? Comment sortir du déni? Comment gagner la bataille culturelle pour que la lutte contre l'inceste devienne enfin une priorité de la société? Pourquoi, malgré les livres, malgré les films, malgré les témoignages, est-ce si difficile pour nous de voir la vérité en face? Enfin, que peut le politique pour nous aider justement à sortir de ce déni collectif? C'est ce soir, c'est parti. Mercredi 12 novembre 2025, c'est ce soir avec Camille Diao. Salut Camille. Salut Karim. Et avec Nathan Dever. Salut Nathan. Salut Karim. Pour débattre et réfléchir avec nous ce soir, j'accueille d'abord un magistrat qui a fait de la protection de l'enfance le combat de sa vie. Bonsoir Édouard Durand, soyez le bienvenu. Juge des enfants, aujourd'hui président du tribunal pour enfants de Pontoise, plus connu sous le nom du juge Durand. Celui qui a coprésidé de 2021 à 2023 la Civise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, qui a permis, avec ses plus de 30 000 témoignages, c'est ça, de prendre un peu mieux la mesure de l'ampleur des violences sexuelles sur les enfants. Vous publiez « Tes droits et tes besoins comptent », ce livre qui s'adresse aux enfants avec la chanteuse et illustratrice Maïlane Chapiron. Autre personnalité qui a pris une place très importante dans ce combat ces dernières années, Camille Kouchner, bonsoir. Soyez la bienvenue, vous êtes aujourd'hui docteur en droit, par ailleurs romancière et essayiste, et il y a bientôt 5 ans, vous sortiez votre livre La Familia Grande, dans lequel vous révéliez l'inceste qui a rongé votre famille en mettant en lumière les mécanismes du silence qui entourent un tel crime. On va y revenir ce soir. Un livre qui avait trouvé un écho assez exceptionnel à l'époque dans la société, qui d'ailleurs a été à l'origine du fameux hashtag MeTooInceste. Depuis, vous poursuivez ce combat et vous venez d'ailleurs de préfacer un autre livre qui s'appelle Inceste d'État, sous-titré « Quand la justice livre les enfants victimes à leurs bourreaux ». Ce livre, c'est le vôtre. Roman Brizard, bonsoir, bienvenue. Journaliste d'investigation indépendante, et vous axez votre travail depuis 5 ans sur ces mères d'enfants victimes d'abus sexuels de la part de leur père, ces mères qu'on appelle des mères protectrices, qui, en cherchant à protéger leurs enfants, se retrouvent prises dans un engrenage judiciaire infernal. On insiste à une forme de renversement de culpabilité avec des conséquences terribles pour les enfants notamment. Il y a des livres qui permettent des prises de conscience, il y a aussi des films, et c'est déjà le cas du vôtre, je crois. Charlotte de Villers, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes infirmière en centre médico-social, désormais réalisatrice, puisque votre film « On vous croit », film belge co-réalisé avec Arnaud Dufay, primé notamment au Festival de Berlin, sort aujourd'hui au cinéma. On vous croit, c'est ce que veulent entendre Alice, qui est l'une de ses mères protectrices, et ses 2 enfants, qui s'appellent Lila et Étienne, qui accusent le père d'abus sexuels et qui vont se retrouver confrontés à ce père dans le bureau d'une juge. Un film qui interroge notamment la difficulté à entendre et à croire la parole des enfants. Et je précise que vous avez vous-même 2 enfants et que vous êtes l'une de ces mères protectrices, ce qui explique peut-être aussi la force de votre film. Également avec nous et à côté de vous, une avocate qui connaît par cœur ce type de dossier. Bonsoir Rebecca Royer. Bonsoir. Bienvenue, avocate spécialisée en droit de la famille, notamment en droit des mineurs. Vous représentez aujourd'hui, je crois, une vingtaine de mères qui sont menacés de perdre la garde de leurs enfants ou qui ont perdu la garde de leurs enfants après avoir porté plainte contre le père soupçonné d'agression sexuelle. Alors comment mettre fin à cette forme de double peine dont on parle ce soir, mettre fin à ces violences infligées par la justice à celles et ceux qui dénoncent? On va évidemment en débattre. Et puis il était important pour nous d'avoir une parole politique sur ce plateau, et c'est la vôtre. Violette Philbout, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Députée Renaissance du Nord, élue depuis 2017. Vous avez récemment été la rapporteuse de la commission d'enquête sur les violences dans les établissements scolaires, mise en place après le scandale de Betaram. Alors que peut le politique pour nous aider à sortir de ce déni collectif? Je posais la question et on va essayer d'y répondre tous ensemble ce soir. Merci beaucoup d'être là pour cette émission si importante. Il y a, je le disais, parmi vous des gens qui alertent, qui parlent publiquement depuis longtemps, et pourtant, nous en sommes encore là en 2025. Édouard Durand, comment est-ce qu'on explique que 2 ans après les conclusions de la Civise, qui avait été un électrochoc, 5 ans presque après le livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, qui avait aussi provoqué un grand moment de débat autour de ces questions, le déni soit toujours aussi puissant? Est-ce que vous arrivez à répondre à cette question? Vous avez raison, d'abord. Après tout ce temps, après tous ces actes extrêmement courageux et qui ont porté des fruits,
le déni reste le plus puissant. Il y a des moments où on peut dire qu'il s'effrite, qu'il vacille, mais il structure la société depuis si longtemps, jusqu'au droit même, qu'il reste le plus puissant. On dit toujours après coup, tout le monde savait, mais au moment où il faut protéger, on dit, on ne sait pas. Et c'est ce que chaque témoignage, l'un après l'autre, vient remettre en question d'une manière inégalée. Camille Kouchner, c'est vrai que quand votre livre est sorti, c'est donc en janvier 2021. D'ailleurs, au moment de la création de cette émission, on en avait parlé sur ce plateau. Ça avait été un électrochoc pour la société. Et il y avait beaucoup même de titres de presse qui disaient on sort enfin du déni. Pourquoi est-ce que 5 ans plus tard, on en est encore là? Est-ce que c'est parce qu'on ne comprend toujours pas ce que ça veut dire, ce que c'est l'inceste en réalité? Oui, j'ai l'impression que vous êtes sur la bonne piste. Moi, j'ai l'impression qu'en matière d'inceste, on fonctionne par certitude. C'est-à-dire qu'on est tellement certain que les enfants sont protégés, on est tellement certain que l'inceste est interdit, que ces certitudes nous aveuglent. Et ça empêche la société de se poser des questions. Donc depuis 2021 et depuis le travail de la Civise, dirigé par Édouard Durand, j'ai l'impression que la société, grâce à MeToo Inceste aussi, a compris que ça existait. Ça existe, bon, mais qu'est-ce que c'est? Et ça, on reste à surfer sur des certitudes, on sait ce que c'est, l'inceste. C'est faire du mal à un enfant et c'est l'attaquer de manière sexuelle. Mais en fait, non. C'est beaucoup plus que ça, l'inceste. Et j'ai l'impression que ces certitudes nous aveuglent. C'est le problème du savoir. Le savoir, ça se travaille, ça se partage. Et là, ça fait tellement longtemps qu'on nous dit que l'inceste est interdit qu'en réalité, plus personne s'y intéresse. Donc on croit savoir ce que l'on sait, mais en réalité, on ne sait pas exactement ce que c'est. Exactement. Et depuis 5 ans, c'est un peu ça qui se passe aussi, malgré tous les travaux, malgré le rapport de la Civise qui était énorme. Il y avait 82 préconisations, etc. C'est comme si, voilà, quand vous bachotez, vous lisez quelque chose et vous dites, bon, bah ça je sais, et vous creusez pas. Et en fait, j'ai l'impression qu'on creuse pas. Pourtant, votre livre, il raconte très bien ce système qu'est l'inceste au-delà de la simple agression sexuelle ou du viol. Et depuis, il y a d'autres livres qui ont été assez marquants. Je pense notamment à Triste Tigre de Nashino, donc qui est sorti 2 ans après le vôtre, en 2023, qui a reçu de nombreux prix et qui était aussi à la fois le récit de l'inceste dont elle a été victime de la part de son beau-père, mais aussi de tout le système qui l'a permis. Et en fait, en réalité, ces récits-là, ils sont pas si nouveaux que ça. Je prends un exemple, ce sont les livres de Christine Angot. Son livre L'Inceste, qui a donné suite à ensuite d'autres romans, il est sorti en 1999. Et ce week-end, un peu par hasard, je me suis plongée dans une bande dessinée qui traînait chez moi. C'est un classique de la BD anglaise qui s'appelle L'histoire d'un vilain rat de Brian Talbot. Cette BD, elle date de 1994 et je découvre en la lisant qu'il s'agit d'un récit d'inceste et aussi d'une analyse très précise des mécanismes de l'inceste au sein de la famille et des traumatismes qui pèsent ensuite sur les victimes. Donc, 1994, ça fait quand même très longtemps. Je pourrais donner plein d'autres exemples. Ces récits, ils existent depuis longtemps, Romane Brizard. Vous, quel est votre regard sur le fait qu'on les entend mais qu'on ne les comprend pas vraiment? Peut-être qu'on ne veut pas les entendre aussi. Mais... Oui, en fait, il y a une différence entre... Oser nommer l'inceste, c'est ce que vous disiez, les grands titres, on sort du tabou, on sort, c'est la fin de l'omerta. On sort du déni beaucoup, ouais. Et traiter véritablement l'inceste, notamment s'intéresser à comment fonctionne la justice quand il s'agit d'inceste. Ça, c'est un travail qu'on n'a pas encore fait. Le constat a été fait par la Civise. Effectivement, 82 préconisations au gouvernement. Aujourd'hui, il n'y en a que 23 qui sont officiellement appliquées. Ça, déjà, c'est un signal assez fort du choix politique de ne pas faire le choix de traiter l'inceste. Il y a un vide d'action en fait derrière les constats qu'on a pu mener et qu'on a pu apporter au gouvernement clé en main. Pas d'action politique et c'est véritablement ça qu'il faut changer. Si on veut pouvoir prétendre médiatiser l'inceste, parler d'inceste, etc., il fallait au bout des choses et aller voir les angles morts qui persistent autour de ce mot en fait. Ça me fait aussi penser à ce que vous disiez en préparant l'émission, Rebecca Royer. Vous disiez autant MeToo a fait évoluer les choses, c'est-à-dire quand une femme dénonce, on a tendance à la croire, pas toujours, mais on a tendance à la croire, mais pour l'inceste, on est encore à l'ère pré-MeToo. Oui, moi je fais vraiment le parallèle parce que c'est vrai qu'il y a eu une évolution dans la prise en charge des femmes
qui dénoncent des agressions sexuelles ou des viols. Et il y a une évolution dans la société, dans la manière dont on reçoit ces femmes-là. Or, pour les enfants, on en est au même stade. C'est-à-dire qu'on part déjà du principe, puisqu'il y a autant d'enfants qui dénoncent, il y a certainement beaucoup d'enfants qui mentent ou qui sont manipulés par un des deux parents et plus généralement par leur mère. Charlotte de Villers, c'est le constat que vous faites vous aussi, que vous avez fait avant de penser de réaliser ce film? Oui, moi ce que j'observe surtout, c'est que au niveau judiciaire, c'est extrêmement long. Et ce que j'ai pu observer dans mon parcours et ce sur quoi on a aussi travaillé avec Arnaud Dufay, c'est l'idée que la justice et les différentes instances de justice ne se parlent pas. Et du coup, personne ne nomme vraiment l'inceste. Il a fallu un grand moment pour que juste le mot soit posé par un psychiatre une fois seulement. Édouard Durand, vous disiez, et j'arrive à la suite de votre regard là-dessus, mais vous disiez, je crois que c'est vous qui disiez, l'inceste est une expérience humaine qui ne se comprend pas de l'extérieur. Est-ce que ça explique tout ce qu'on vient de se dire là depuis 10 minutes? Je dirais ça de la violence en général, de toutes les violences. C'est ce que j'appelle l'incommunicabilité et qui a été très marquant en effet à la Civise. C'est que lorsque un enfant, une personne adulte est victime de violences extrêmes et jusqu'à l'inceste dans sa spécificité, eh bien c'est comme vivre au milieu des autres, mais en étant séparé des autres par une paroi invisible. Et vivre toutes les journées avec des gens qui disent « mais qu'est-ce que t'as pourquoi encore et aujourd'hui ?» et qui ne comprennent pas ce que c'est que cette violence extrême infligée à l'être tout entier. Ensuite, je voudrais dire que ce qu'on peut dire de la justice et ce que nous allons dire ce soir de la justice est vrai pour toutes les institutions. Parce que le déni, c'est un problème, c'est une cruauté sociale dans son ensemble. Et qui est vrai de la justice, du soin, de l'action sociale, de la protection de l'enfance, de la vie au travail, l'incapacité de voir qui devient un refus de croire et de voir. Qu'est-ce que c'est le déni? C'est ça n'existe pas, ça n'est pas possible, ça n'est pas vrai, ça n'est pas grave, ça ne me concerne pas. Et ce qu'il faut dire, c'est que chacun est concerné. Nathan. Moi, je me posais une question sur la nature de ce déni et je me l'étais posée en lisant votre livre La Familia Grande, où j'ai eu l'impression, peut-être que je me suis trompé ou que j'ai mal compris, mais où vous opériez peut-être une distinction entre deux types de silenciation relatives à des violences. L'une consistant à dire qu'on ne croit pas les victimes, et l'autre, je cite un passage où vous disiez « ce silence, le silence qui entoure l'inceste, n'est pas seulement de la lâcheté. Certains d'entre ceux qui l'entretiennent, sont ravis d'avoir à se taire. Un tel devoir atteste de leur appartenance à un monde. » Le mot de devoir m'a interpellé. Est-ce qu'il n'y a pas là, au sujet de l'inceste, un silence, un déni, qui est en fait presque compatible avec la conscience de ce qui se joue, et qui est un silence donc peut-être d'un autre type? Merci. Oui, et je pense que, en fait, si vous voulez, c'est la conception de l'inceste, c'est la définition même de l'inceste qui pêche là. Depuis des siècles, l'inceste repose sur l'idée de l'interdiction des liens de mariage. Donc l'inceste, c'est interdit en droit pénal parce que le droit civil dit eux et eux et eux n'ont pas le droit de se marier. D'accord ? C'est comme ça que l'inceste est encore repris dans la loi aujourd'hui. Donc on désigne des gens, la nouvelle définition du viol incestueux, c'est l'ascendant, le frère, le grand-père, l'oncle, le neveu, pas le cousin, pas le baby-sitter, pas le copain de papa. Et ça, c'est lié au fait que le droit civil et le droit pénal marchent ensemble, et donc l'inceste reste l'interdiction d'avoir des relations sexuelles dans des liens où on ne pourrait pas se marier, en gros. Or, aujourd'hui, on sait que l'inceste, j'en reviens au devoir, ce que vous dites, c'est un abus de pouvoir. C'est pas une histoire de on n'a pas le droit de se marier entre nous ou pas.
c'est un abus de pouvoir. C'est ce que dit très bien Édouard Durand, et c'est ce que dit les 700 pages du rapport de la Ciivise. Donc oui, le silence, il est là pour respecter la domination, pour surtout ne pas contrevenir à cet abus de pouvoir. Ouais, et moi, je regrette ça profondément. Aujourd'hui, depuis la loi du 21 avril 2021, on a avancé sur la présomption de non-consentement. On a compris que l'enfant, dans cette situation de domination, ne peut pas librement consentir, ne peut même jamais consentir. En revanche, on n'a pas avancé sur le champ d'application personnelle de l'inceste. On n'a pas dit, c'est pas une histoire de famille et d'alliance ou de mésalliance. La question, c'est pas qu'on a peur d'une mauvaise alliance. C'est que c'est de l'abus de pouvoir. Et c'est là-dessus qu'on n'avance pas. Et pourtant, sur le viol, on a avancé. On sait que des personnes mariées, il peut y avoir viol. Il peut y avoir abus de pouvoir. Mais les enfants, on ne les protège pas. Les enfants, on dit juste, ah non, il ne faut pas que ce soit quelqu'un avec lequel l'enfant ne pourrait pas se marier. En gros, c'est ça, quoi. Il y a quand même... il y a le neveu, quoi. Le neveu et la nièce. Pourquoi est-ce qu'on ne se rend pas compte? Parce qu'on ne veut pas regarder de plus près que la famille est, comme le dit Dorothée Ducy, anthropologue, le berceau des dominations, que tout se joue à l'intérieur. Mais parce que Claude Lévi-Strauss, cette anthropologie-là, et qu'aujourd'hui on a cette anthropologie féministe avec Nicole Claude Mathieu, avec Dorothée Ducy, avec Gail Rubin, et que le droit français n'a pas avancé là-dessus. Rowan Brizard et puis Violette Spilwood derrière. Et effectivement, en fait, cette question de domination et de domination masculine, elle est très très lisible dans les décisions de justice des affaires d'inceste. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un concept qu'on a beaucoup de mal à abandonner dans la justice française, c'est la coparentalité. Pourtant, on a eu des débats sur est-ce qu'un père violent peut être un bon père. Ça a existé dans le débat public. Par rapport à l'inceste, la question de suspendre les liens d'un enfant avec son père n'intervient qu'au stade de la mise en examen. Pendant tout ce temps de l'enquête, avant que le pénal n'ose parler... Il n'y a pas de protection. Il n'y a pas de protection. Et pire, non seulement il n'y a pas de protection, mais la seule chose qui compte, c'est le maintien de la coparentalité. Peu importe ce que l'enfant dénonce, continue de dénoncer. Votre regard, Violette Spilwood, on parlera après des réponses politiques, mais déjà sur ce premier tour de table et sur cette geste impensé des impensés, déni des dénis, comment est-ce que vous regardez ça et comment une responsable politique entend ce qui se dit sur une forme de non-assistance à enfants en danger, en réalité? Ce que j'entends, c'est que l'abus de pouvoir, qui est largement évoqué ici, ce rapport de domination entre l'adulte et l'enfant, on le retrouve dans d'autres sphères, des sphères proches en fait de la famille, que sont celles que j'ai étudiées dans la commission d'enquête, l'école, les assistants éducatifs, ceux qui sont autour de l'enfant dans sa vie quotidienne, parfois même plus qu'avec les parents, et que le sujet du déni et de l'omerta, que nous on a dénoncé dans ce sens, se retrouve aussi dans ces systèmes. Peut-être que ça n'avance pas bien parce qu'on a aussi un sujet de culture de la dénonciation qui n'est absolument pas mature par rapport aux droits de l'enfant. C'est-à-dire la culture de la dénonciation, pour moi, c'est la culture du courage. C'est toutes ces femmes, la plupart du temps, ce sont les femmes qui dénoncent dans le milieu scolaire, ce sont les lanceuses d'alerte. La plupart du temps, ce sont des enseignantes. Mais souvent, elles sont pénalisées. Elles sont pénalisées d'avoir osé parler. La société les regarde comme des femmes qui dérangent, voire comme des femmes hystériques. Moi, j'ai vu dans la commission d'enquête des lanceuses d'alerte régulièrement qualifiées par des hommes d'hystériques et de folles. Et donc, je crois qu'on a aussi tout un sujet de rapport à la dénonciation ou la non-dénonciation, qui a d'ailleurs une définition juridique sur laquelle il y a des travaux qui doivent faire évoluer les choses. Et oui, quelqu'un qui a le courage de parler, soit l'enfant, soit un proche de l'enfant qui a été témoin, doit être soutenu, entendu, et on ne doit pas refermer le couvercle sur une parole qui très souvent a existé finalement et n'a pas toujours été absente. Rebecca Roy, oui, sur ça, et ça va nous emmener doucement vers le film de Charlotte de Villars. Oui, moi j'aimerais rebondir là-dessus. Je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais surtout c'est pour ça que je faisais le parallèle avec les femmes victimes de violences sexuelles avant l'ère MeToo, c'est-à-dire qu'il y a eu une évolution, parce que maintenant on a tendance à croire ce que les femmes
peuvent dénoncer. Mais aujourd'hui, en matière d'inceste, le premier postulat, c'est de ne pas croire. Le premier postulat, c'est de se dire non, il y a un problème, ce n'est pas possible qu'il y ait autant d'enfants qui aient vécu ça. Donc je pense que déjà, il faut qu'on change ce premier postulat-là. Si on avait tous comme premier postulat le fait de croire les enfants et de les protéger immédiatement, on n'en serait pas là. On n'aurait pas des décisions de justice pareilles. On n'aurait pas des enfants qui, une fois qu'ils ont révélé des choses, reviennent sur leurs paroles. Et on n'aurait pas autant de traumatisme, et chez les parents protecteurs, et surtout chez les enfants. Parce qu'il y a juste une chose qui me paraît essentielle de préciser. Les mères qui portent la parole de leurs enfants ne sont que les porte-paroles. Elles ne sont là que pour, en fait, aider... la parole de leur enfant à être crue. Ce ne sont jamais elles qui sont les initiatrices de ce mouvement. C'est toujours l'enfant qui dénonce, et ensuite on a plus régulièrement des mères, donc des mères protectrices, plus que des pères, parce que voilà, les chiffres sont comme ils sont. Mais ces parents-là... Parce que les agresseurs sont souvent des pères. Les agresseurs sont en grande majorité des pères, mais les mères protectrices ne sont jamais... à l'instigation du mouvement. Et ça, c'est important de le dire, elles ne sont que le porte-parole de leurs enfants. Jules Durand, puis Camille Kouchner. Merci. Très rapidement sur ce qui vient d'être dit sur la dénonciation, Madame la députée. Je précise aussi que j'aimerais que la protection des femmes victimes de violences conjugales ou victimes de violences sexuelles soit aussi assurée qu'on ne le dit ce soir. Malheureusement, il y a encore des progrès à faire. Nous avions montré à la Civis que lorsqu'un enfant révèle des violences sexuelles, lorsqu'un enfant vient voir un adulte en disant « je suis victime d'inceste », il y a 3 grands types de réponses possibles. Première réponse, que nous avons appelée soutien social positif, c'est « je te crois, je te protège ». Deuxième type de réponse, c'est le soutien social négatif, « je te crois », mais c'est tout, comme si ça suffisait. Troisième type de réponse, c'est l'absence de soutien social, « tu mens ». Eh bien, sur 100 enfants qui dénoncent des violences sexuelles, 8 vont entendre « je te crois et je te protège ». 8%. 8%. 92% de ces enfants ne vont pas recevoir de soutien social positif. Et cette responsabilité ne porte pas seulement sur le rôle de cette mère qui n'a que 2 mauvais choix, soit je crois mon enfant, je le protège, et on va m'accuser de le manipuler, soit je ne fais rien et on va m'accuser d'être complice. Ne repose pas que sur les épaules de cette institutrice ou de cet éducateur. C'est une politique publique. Moi, j'ai accompagné des médecins à des chambres disciplinaires de conseil de l'ordre, à qui on reprochait d'avoir fait un signalement. Mais j'avais honte pour mon pays. Et nous savons qu'il y a des mères protectrices qui ne font que leur devoir et qui se retrouvent mises en accusation. Et ça, c'est une politique publique. Il faut que nos institutions, l'État, par la loi, de mon point de vue, soient en capacité de dire, quand un enfant vous dit « vous m'avez demandé à la télé de dire si je suis victime », il y a eu une campagne en ce sens, eh bien si l'enfant nous fait confiance, voici ce qu'il faut lui répondre. 2 points, voici ce qu'il faut lui répondre. Que ceci soit une règle. Que la règle soit « je te crois ». Et je te protège. Et je te protège. Voilà, sinon on continue à dire aux enfants, nous préférons que tu n'en parles pas, ça ne nous intéresse pas. Mais pas la moitié du chemin, parce qu'on les met en danger. Camille Kouchner. Oui, je voulais juste rebondir là-dessus. Je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. J'ai juste un problème de vocabulaire. C'est-à-dire qu'un enfant ne dénonce pas. Ce terme de dénonciation met tout à l'envers. Un enfant veut que ça s'arrête. Il ne dit pas « je dénonce mon père, je dénonce mon beau-père, je dénonce ». C'est très important parce que traiter comme une dénonciation, justement, ça se retourne contre les mères, ça se retourne contre les enfants. Vous n'avez pas aimé qu'on dise ça quand votre livre est sorti d'ailleurs. Exactement. Moi, je n'étais pas dans la dénonciation. Oui, il faut juste la protection dont parle Édouard, dont on parle tous là. Un enfant qui arrive à parler, il parle pour que ça s'arrête. Il ne parle pas pour dénoncer et que tout le système judiciaire
pénal ensuite s'acharne sur la personne en question. Je crois que dans la bouche de Villa Spilou, c'était dans la bouche des adultes, hein, la dénonciation de... C'était dans la bouche Pas des enfants, mais dans la bouche des adultes. Surtout dans les cas, en tout cas, moi je n'ai pas travaillé sur l'inceste, mais sur les violences en milieu scolaire de façon systémique, hein, dans des institutions où la violence était pratiquée sur des enfants, des humiliations psychologiques, physiques et des violences sexuelles en internat, qui étaient des affaires parfois très anciennes et où les victimes n'ont parlé que très tardivement, soit parce que les parents qui les avaient placés là sont décédés et qu'ils se sentent aujourd'hui autorisés à raconter tout ce qui leur arrivait, soit parce qu'aussi il y a eu ce mouvement de l'affaire Betaram qui commence seulement maintenant à déclencher un certain nombre de paroles courageuses. Et donc ce mot-là, c'est aussi pour dire que toutes celles et ceux dans les adultes qui ont vu ou su ces violences systémiques qui étaient acceptées par une partie de la société aux yeux de certains, ont eu du courage parfois d'écrire aux institutions, aux ministres, aux inspecteurs d'académie et n'ont vu que de la répression, qu'une parole qui dit non seulement je ne te crois pas, vous mentez, mais vous faites du mal à l'institution à laquelle vous appartenez. Et donc effectivement, c'est un sujet qui est peut-être un petit peu différent, mais ce sujet du courage qui doit être reconnu, en tout cas dans le parcours d'un certain nombre de personnes qui accompagnent des victimes, me semble encore aujourd'hui difficile. Il faut surtout, si vous parlez, ne pas attendre qu'une personne ait le courage ou le désespoir ou tout autre motif de dire. Il faut poser la question des violences à tous les enfants. C'est le repérage. Sans attendre. Parce que ce qui retient un enfant de dire... Il y a eu un témoignage comme ça à la Civis. Hein, une personne qui disait « J'étais à l'école et j'ai hésité à lever la main. » Je suis juge des enfants, je peux vous dire. Et je me suis représenté ça, un enfant qui hésite. Est-ce que je lève la main? Est-ce que je lève pas la main? Et j'ai pas levé la main. Et il ne faut pas soumettre les enfants à cette situation cruelle. Il faut poser la question à tous les enfants. Ça veut dire, si tu me dis oui, je te croirai. C'est une promesse qui est une politique publique. Une politique publique. Charlotte de Villars. Non, simplement, je voulais revenir sur cette question de dénonciation, et vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire que, en tout cas que mère protectrice, on est vraiment la porte-parole, en fait, de ce que vient de nous révéler notre enfant. On ne va pas dénoncer, et lui non plus. Donc je ne pense pas que ce soit, en effet, le terme vraiment approprié. Et en tout cas, c'est pas le mouvement que l'on fait. On n'est pas là pour dénoncer, mais plutôt pour entendre et transmettre cette parole simplement. Pour protéger nos enfants. Mères protectrices. Et ce que disait à l'instant Monsieur Édouard Durand, c'est vraiment sur la question du repérage. Moi, je le fais en tant qu'infirmière dans mon travail. Chaque jour, je pose la question simplement de demander, est-ce qu'un jour, vous vous êtes trouvé dans une situation où vous avez été en difficulté? Est-ce que quelqu'un vous a déjà fait du mal? Est-ce que vous êtes victime de violence par graduation et en fonction de la personne que j'ai devant moi? Mais évidemment, si je pose la question, et je la pose à chaque fois, la réponse est toujours oui, quasiment. Et presque quand les personnes entrent dans mon cabinet, dans le box de soins, parfois rien que leur attitude, je vois qu'il y a quelque chose. La façon dont ils s'assoient, dont ils ne regardent pas, il y a des signes. Je pense qu'il faut, comme lors de repérage, il faut savoir les repérer. Il faut savoir apprendre à repérer, Camille. Cette fonction de porte-parole que vous décriviez, Charlotte de Villers, vous la décrivez très bien dans votre film. Donc On vous croit, c'est un film qui est très court, qui fait un peu moins d'1h20, qui est très réaliste, enfin on dirait presque un documentaire, et qui retrace donc le combat d'une mère qui s'appelle Alice, qui cherche à protéger ses deux enfants de leur père incestueux. Alors c'est le plus jeune qui a parlé, il y a 2 ans maintenant. Depuis, il y a une plainte qui a été déposée, une enquête qui est en cours, et les enfants ont cessé de voir leur père, mais le père contre-attaque devant la justice pour essayer de récupérer leur garde. Et c'est précisément à ce moment-là que se joue votre film, qui se concentre notamment sur une longue séquence d'audience au tribunal, pendant laquelle les 2 parents sont entendus par la juge, qui doit décider du sort des enfants et de à qui on remettra la garde. On va regarder un extrait de la bande-annonce.
Lorsque je demande à Étienne s'il peut décrire ces images, il reste très évasif. Madame Piron alimente chez les enfants cette volonté de rompre complètement la relation avec leur papa. Moi, je comprends pas. Et je suis très inquiète pour les enfants. Je comprends pas ce qu'on me reproche, en fait. Ils sont où? On les a installés dans une autre salle. Vous inquiétez pas, c'est la procédure. Je veux voir mes enfants. Je veux voir Étienne. Je pensais que j'allais être soutenue. En déclarant les faits, j'allais être encadrée, soutenue, protégée, accompagnée par la justice, par mes proches. La plupart des gens préfèrent penser que ce que mes enfants ou moi nous disons est faux, que nous mentons, plutôt que de croire en ce que nous avons vécu. Il y a vraiment cette phrase qui est très marquante. La plupart des gens préfèrent penser que nous mentons plutôt que de croire en ce que nous avons vécu. C'est ça qu'on appelle la double peine? Oui, je pense que c'est de cet ordre-là, mais c'est vraiment... cette phrase, elle était très importante pour nous, pour moi et Arnaud, parce que c'est vraiment ce qu'on ressent, c'est-à-dire... Lorsque son enfant ou un enfant révèle des violences, on pense qu'on va être protégé tout de suite, nous et nos enfants, que l'agresseur va être tout de suite en prison, que tout va aller très vite. Et en réalité, c'est pas du tout ce qui se passe. Et là, au bout de 2 ans, rien n'est mis en place. Il y a des procédures qui sont diverses, que ce soit le tribunal de la jeunesse, le tribunal de la famille ou le tribunal pénal, personne ne se parle. Et de dire, on préfère penser que moi et mes enfants, nous mentons plutôt que de croire en ce que nous disons, parce que c'est plus facile en réalité. Parce que c'est plus facile de se dire, oui, elle délire ou je ne sais quoi, parce que c'est tellement violent. C'est-à-dire que penser que son enfant ou un enfant est victime de violence, a subi une agression, quand on pense à ça, on a tout de suite les images en tête. Et c'est d'une violence absolue. Donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les personnes ne veulent pas voir et pas entendre. Romane Brizard, oui. Et au-delà déjà du traumatisme, d'entendre son enfant dénoncer l'inceste, d'imaginer cet homme avec qui on a partagé notre vie, l'avoir aussi fait, s'ajoute à ça une violence secondaire mais qui est là aussi un traumatisme énorme pour les mères et pour les enfants, que sont les violences judiciaires. Parce que c'est ça qu'on appelle les violences secondaires. Voilà, c'est une sorte de victimisation secondaire. Non seulement ces femmes, on inverse la culpabilité, ce sont elles qu'on juge délinquantes parce qu'elles ne veulent pas respecter les droits de garde de monsieur tant que le pénal n'a pas parlé. Donc on les convoque au commissariat, on prend leurs photos, on prend leurs empreintes, on les menace du placement de leurs enfants à l'aide sociale à l'enfance, parfois même chez le père. On les asphyxie financièrement par des amendes. In fine, elles peuvent faire de la prison quand même. Ça, c'est aussi une violence vraiment à regarder en face. La plupart des sources, en tout cas qui m'ont parlé au long de ces 5 ans d'enquête, m'ont toutes dit la même chose. Moi, je pensais simplement avoir à toquer à la porte de la justice et me battre contre un père qui commet l'inceste. Or, je me rends compte que c'est contre un système censé nous protéger, contre mon pays, que je vais devoir me battre. C'est pour ça que vous parlez d'inceste d'État. C'est pour ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles j'appelle ce livre Inceste d'État, mais je l'appelle surtout comme ça parce que quand on parle de ce sujet-là, les gens nous disent c'est pas possible, c'est de la fiction, c'est un raté judiciaire. Non, c'est loin d'être des cas isolés, c'est systémique. La Ciivise en parle depuis son premier avis au gouvernement, avant même le rendu de son rapport final. La Ciivise a écrit un communiqué à propos des mères en lutte. Nos politiques, nos décideurs savent très bien ce qui se passe. La situation est plus que documentée par le travail de la Ciivise, par des enquêtes journalistiques, maintenant par tout ce qu'on tente de faire via différents formats pour parler de ce sujet dont personne n'a envie de parler. Je pense que c'est ça la responsabilité de l'État, c'est de rester sourd avec des œillères, alors qu'effectivement, non seulement le fléau est dénoncé, mais qu'en plus de ça, il y a des solutions qui existent et qui sont applicables demain. Qui sont proposées et aussi des solutions dans les pays étrangers. On va aussi en parler. Rebecca Royer, votre regard sur ça, sur
C'est sur ce film, ce que raconte Charlotte de Villers, qui est en fait votre quotidien, avec une vingtaine de femmes aujourd'hui. Mon quotidien, je pense que c'est également le quotidien du juge Durand. C'est un film qui est très réaliste, que j'ai beaucoup apprécié, parce que j'ai trouvé qu'on y retrouvait toute la violence de la justice. Et Romane Brizard le disait très justement. Ces femmes-là, enfin ces parents protecteurs de manière générale, subissent des violences institutionnelles. À partir du moment où leur enfant leur révèle des faits aussi graves, ils pensent être protégés et c'est tout l'inverse qui s'abat sur eux. Et ce film le raconte très bien, c'est-à-dire que le fait même d'arriver au tribunal, que pour les enfants, ils soient obligés de raconter pour la énième fois ce qu'ils ont vécu. Parce qu'il faut comprendre que dans ces dossiers-là, les enfants, ils ont d'abord parlé à des officiers de police judiciaire. D'abord, ils ont parlé à leurs parents, ils ont peut-être parlé à leurs proches, ils ont peut-être parlé à un psychologue, ensuite ils ont parlé aux officiers de police judiciaire, ensuite ils ont parlé aux psychologues au sein de la brigade de protection des mineurs, ensuite ils ont été voir peut-être les UMJ, et ensuite on va leur demander de reparler devant un magistrat, puis peut-être devant un deuxième, troisième magistrat. Et ce qui est extrêmement difficile, c'est que ces enfants-là, on leur demande de parler, de raconter à chaque fois, de libérer leurs paroles. Et moi j'aimerais qu'on entende que tous ces enfants-là ont toujours tous libéré leurs paroles. Moi, sur la vingtaine de dossiers que je traite à mon cabinet, j'ai pas un seul dossier où un enfant n'a pas parlé. Donc tous ces enfants, ils libèrent leurs paroles, ils parlent, ils racontent, et à chaque fois, les réponses judiciaires ne sont pas au niveau. C'est toujours la même chose. À la fin, soit on les croit, mais on n'agit pas, on ne les protège pas, soit on ne va pas vraiment les croire parce qu'on considère que c'est de l'ordre de l'imaginaire. C'est malheureusement ce que je vois tous les jours dans mon quotidien. Édouard Durand, vous dites croyez-les parce que les enfants sont des gens sérieux. Oui, et ce film le montre très bien, bien sûr. C'est important de se redire que les enfants sont des gens sérieux. C'est important d'essayer de se représenter la peur d'un enfant. Et la peur d'un enfant qui se demande s'il peut faire confiance aux adultes à qui il parle. Dans mon expérience de juge des enfants, en vous disant cela, j'ai des visages d'enfants. J'ai des visages d'enfants qui me regardaient, qui disaient « mais je pensais que tu étais là pour me protéger ». Avec leurs yeux, j'ai entendu ça, si vous voulez. Et il y a une responsabilité qui est collective, encore une fois, et qui est vraiment une politique publique. On a inventé des constructions théoriques pour neutraliser par avance la parole de l'enfant qu'on invite à parler. Les théories sur l'enfant menteur, sur l'enfant séducteur, et désormais sur l'aliénation parentale, et les mères manipulatrices, et le Munchausen par procuration qu'on utilise à tort et à travers. On sait ce que ça coûte à la société de trahir les enfants. J'ajoute financièrement, vous voulez dire financièrement, moralement, ouais. pour le bien commun. Et on le voit d'ailleurs dans la santé des personnes. Quand je vous disais à l'instant le type de soutien social, eh bien, il a une influence sur la santé à long terme. Il a une incidence sur le rapport à la loi. Bien sûr, quand on vous dit « dis-moi si tu es victime » et que l'enfant dit « d'accord, je te dis je suis victime » et qu'ensuite on lui dit « bah tu mens », l'enfant dit « mais c'est quoi ce monde des grands ?» Quel adulte ça construit derrière. Et c'est pour ça qu'il y a besoin d'une politique publique qui structure la pratique qui la rende légitime. Je peux faire un signalement, je ne vais pas être devant le Conseil de l'ordre. Je peux aller au commissariat, on ne va pas me retirer la garde de mes enfants. Et là, on verra que cette parole va trouver des oreilles attentives. Camille Kouchner, votre regard là-dessus? Non, mais ça me désespère qu'on n'en soit pas déjà là, mais je pense que pour avancer aussi, il faut réfléchir et remettre dans le débat public la question de l'incestuel. Parce qu'on parle beaucoup de l'inceste. Comme dire ce que c'est que l'incestuel. C'est tout ce climat dans lequel baignent les enfants de manière quand même visiblement très répandue. Hein, c'est à nouveau le rapport de la Ciivise et qui mène petit à petit vers éventuellement un viol incestueux, éventuellement une agression sexuelle incestueuse. Mais le psychiatre Racamier, en son temps, etc., disait déjà que l'effraction sexuelle, l'atteinte sexuelle, finalement, c'est pas ça le cœur de l'inceste. Le cœur de l'inceste, je suis pas en train de hiérarchiser les choses, hein. L'inceste, c'est une infraction
particulière, qui n'est pas pareille que les autres agressions sexuelles, l'inceste, ça n'est pas que de l'agression sexuelle. C'est aussi une torture psychologique, une terreur qu'on fait régner dans la maison. Enfin, ça m'en fait trembler d'en reparler, mais peut-être on saurait mieux anticiper les choses si ça aussi c'est entré dans le code pénal. C'est-à-dire que, par exemple, moi je suis professeure maîtresse de conférence en droit du travail. En droit du travail, on connaît cette notion de harcèlement sexuel. On protège des adultes, là, hein, pas des enfants. Et récemment, la Chambre criminelle, en 2025, a même fait émerger cette notion de harcèlement sexuel environnemental. C'est-à-dire c'est l'environnement, c'est le climat. C'est pas adressé à une personne en particulier. C'est pas un enfant en particulier à qui on fait lire des magazines porno. Non, c'est le climat dans la famille. Et donc, on arrive à protéger les adultes, mais les enfants, on attend soit le viol, soit l'agression sexuelle. Et moi, je pense que, puisque Édouard Durand parlait de politique publique, une politique publique doit comprendre tout ça. Une politique publique, ça s'adresse aussi aux hommes et aux femmes politiques qui doivent s'en emparer. Alors, il y a une instabilité gouvernementale en ce moment. Je crois qu'il n'y a même pas de ministre de l'enfance en ce moment, ou de la protection de l'enfance. Comment est-ce qu'on se saisit de ça? Comment est-ce qu'on met en place une politique publique quand il n'y a même pas de ministre en charge de cette politique publique? On a rendu notre rapport avec vous l'avez fait, vous le 2 juillet dernier, un rapport qui était court par rapport à vos expériences et votre vécu. Mais qui a mis en évidence, effectivement, dans la suite de ce qui avait été fait par la Civis, qu'on a auditionné par la SIAZ, parce qu'il y a de nombreuses recommandations qui ont été publiées, qui sont évaluées 2 ans après pour voir ce qui a avancé. Et c'est vrai que c'est assez désespérant quand on est parlementaire. Moi, je suis parlementaire depuis 3 ans. De faire cet état des lieux, de faire des recommandations qui certes correspondent à un certain nombre de besoins dans l'éducation nationale pour la justice, mais de voir à quel point depuis des années, des choses qui ont déjà été écrites dans de nombreux rapports, qui ont été profondément analysées comme efficaces, ne sont pas mises en place. Et donc le premier symbole, pour moi, de la reconnaissance de l'État, c'est effectivement d'avoir une politique publique incarnée par un ministère de l'enfance, ou même, je dirais, même de la protection de l'enfance, avec un plan pluriannuel de moyens, parce que nous, avec Paul Vannier, au projet de loi de finances en ce moment débattu, on fait passer un amendement pour renforcer le nombre de personnels médico-scolaires qui peuvent être médico-sociaux dans les écoles, qui peuvent être un lieu de détection systématique des violences. Mais qu'est-ce que c'est par rapport à un vrai plan pluriannuel de formation des forces de l'ordre, comme c'est particulièrement détaillé dans votre rapport, de création de brigades spécialisées où les personnels sont formés pour entendre la parole des enfants, après celle des femmes et des violences faites aux femmes, des moyens de formation dans les établissements publics et privés. Donc tous ces sujets-là, on sent bien que gouvernement après gouvernement, il y a eu, je crois, 7 ministres de l'Éducation, peut-être presque autant de la famille, il y a une impuissance publique qui, je l'imagine, pour des victimes, est insupportable à entendre. Doit être insupportable. Donc, moi, mais elle devrait être insupportable pour tous ceux, y compris ceux qui ne sont pas victimes. Oui. En tout cas, voilà, on peut se dire que c'est un échec profond. Et moi, c'est vrai que ça me révolte même qu'il n'y ait pas la reconnaissance de ces victimes quand c'est des violences qui sont institutionnelles. Romaine Rézard, oui, là-dessus. Moi, quand j'entends impuissance, je pense plutôt tolérance. Parce qu'on parle tout le temps de manque de moyens, de temps de formation. C'est vrai, ça existe. Tous les secteurs de la chaîne judiciaire en souffrent. Les magistrats, les policiers, les membres de l'aide sociale à l'enfance, n'en parlons pas. Mais ça, ce manque de moyens-là, c'est pas la cause de l'impunité en France par rapport à l'inceste. C'est la conséquence de notre tolérance implicite vis-à-vis de la pédocriminalité, vis-à-vis de la domination masculine, encore une fois, et ça se traduit sur l'inceste. C'est-à-dire que si on ne la tolérait pas, il y aurait plus de moyens. Mais évidemment, c'est un choix politique, c'est un engagement politique que doivent prendre nos politiques. Et encore une fois, quand on voit que la Civis a rendu tout ce travail, qu'il y a eu un coup de projecteur sur la Civis lors de sa création, 4 millions de budget en 2023, aujourd'hui c'est 1 million de budget. Et les moyens sont dérisoires, on ne donne même pas les moyens à ces équipes pour travailler, on les laisse juste en place parce que le citoyen est descendu dans la rue le jour où on a parlé de suppression de la Civis. Mais derrière, ces équipes-là, c'est des bénévoles qui n'ont rien pour travailler. Je crois qu'il y avait 10 personnes à l'époque où vous y étiez, il y en a 2,5 aujourd'hui, en gros. 2 temps partiel.
un stagiaire aujourd'hui. Alors, pas le demi, t'es pas le stagiaire. 2 et un stagiaire. Non, non, mais je oui. précise. Édouard Durand. Bien sûr que si c'était une priorité, comme ça doit l'être, ça se verrait. C'est évident. Mais est-ce que ça dépend de nous toutes et tous pour que ça devienne une priorité, justement, sur ce que dit Romain Oui, Brizard? bien sûr, ça dépend de chacun individuellement. Quel adulte ai-je l'intention d'être en présence d'un enfant qui me demande de l'aide? Bien sûr que ça dépend de nous collectivement. Qu'est-ce que nous voulons être comme corps social? Mais c'est d'abord une politique publique. Sur la formation, c'est une chose qui me tenait énormément à cœur à la Civise, c'était de pouvoir former les formateurs au repérage. C'est pas facile de dire à un enfant, comme Charlotte de Villers le disait dans sa pratique clinique, est-ce que quelqu'un t'a déjà fait du mal? C'est pas facile. C'est pas facile de s'apprêter à entendre oui. Et donc il faut un soutien social. Et on avait commencé ça avec un programme de formation, avec un livret de formation, avec un court-métrage réalisé par Johanna Bedeau, pour donner les clés pour agir. Et avant d'être évincé de la Civise, j'avais pu commencer un plan de formation interministériel de formation de tous les agents. Vous voyez, vous avez 100, 200 agents de tous les ministères qui sont là et qui disent on y va. Aujourd'hui, c'est combien de formateurs qui auraient été formés 2 ans plus tard? Vous avez compté le nombre d'enfants victimes dans la journée depuis 2 ans. Ça fait combien de formateurs qui auraient formé combien d'institutrices, combien d'infirmières, combien de juges? C'est ça une politique publique, vous voyez? Parce que les enfants, un jour, ils vont nous dire qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez vu ce film? Qu'est-ce que vous avez fait? Moi, je pense, par rapport à la formation, évidemment, nous, en tant que soignants, on a encore des formations et des choses comme ça, mais malgré tout, il n'y a pas de budget non plus. Mais c'est vrai qu'avec Arnaud, ce film-là, c'est déjà un objet cinématographique. Il faut aussi. Oui, bien sûr. C'est du cinéma, mais c'est du cinéma, et ça, j'y tiens vraiment, parce que c'est pas un documentaire. On ne pouvait pas se permettre de faire un documentaire alors qu'on travaille sur la protection des enfants et d'aller demander à d'autres enfants de raconte-moi ton histoire. Je le mets dans un film, tu vas la raconter pour la xème fois. Ça nous semblait complètement impensable en fait. Mais par contre, sur la question de la formation, c'était extrêmement important parce que pour moi, dans ce film-là, il y a 2 portes d'entrée. Il y a une porte d'entrée de la personne qui aime le cinéma et qui va être confrontée à un moment donné à une réalité sociale, à une réalité et à la réalité de ce que vivent les mères protectrices et ses enfants. Et les personnes victimes qui vont aller voir ce film-là parce qu'elles se sentent concernées, ou certaines même qui ne peuvent pas aller le voir. Et ça, il faut absolument respecter ça parce que c'est très complexe. Elles vont aussi aller voir un objet de cinéma. Et je trouve que d'offrir, et je l'avais déjà dit, c'est vrai que d'offrir du beau, du cinéma aux victimes, c'est aussi extrêmement important. Il n'y a pas que de la souffrance, et on le voit bien dans le film. Mais c'est aussi s'engager dans une forme de bataille culturelle, Rebecca Royer. Tout à fait. Et c'est peut-être comme ça que le combat peut être gagné in fine. Moi, je pense que pour qu'on fasse évoluer la justice, il faut évidemment faire évoluer la société. Il faut évidemment que le gouvernement s'en empare, parce que je suis totalement d'accord avec ce que le juge Édouard Durand vient de dire. C'est fondamental que ce soit avant tout une politique publique. Déjà parce que même si vous mettez en place tous les mécanismes pour qu'il y ait des signalements qui soient effectués à l'école, par les psychologues, les psychiatres, partout ailleurs. Si, in fine, on se retrouve devant des magistrats qui ne sont pas formés et on n'a pas l'arsenal judiciaire pour protéger l'enfant dès qu'il parle, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, on se retrouve face à des magistrats qui ne vont pas être formés à l'inceste, qui vont transférer des résidences chez le parent qui est mis en cause, et on retourne à la case départ. Donc en fait, il faut en effet, pour que la justice évolue, et la justice n'est que le reflet de la société, il faut qu'on s'empare toutes et tous de ce sujet. Il faut que ça devienne un sujet d'actualité, mais pas que. Il faut que ça devienne un sujet dont on parle en famille, dont on parle le soir, entre amis, un sujet qu'on va voir au théâtre, au cinéma, dans les livres. Et il faut vraiment que ce soit un sujet sociétal
un peu, et c'est vrai que j'ai fait le parallèle avec les violences faites aux femmes, parce qu'on est encore très, 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 très loin d'une réponse satisfaisante. Mais en tout cas, c'est devenu un peu un sujet dont les Français et les Françaises se sont emparés. C'est-à-dire qu'on a parlé de ce sujet des violences sexuelles faites aux femmes. On est encore très loin d'une réponse idéale, mais c'est devenu quelque chose dont les jeunes femmes et les jeunes garçons peuvent parler. Et il faut que l'inceste devienne ce même sujet d'actualité. Nathan. Est-ce que ce tabou ou cette difficulté à faire en sorte que la société s'empare de ce sujet ne vient pas aussi d'une forme presque de résistance théorique ? À savoir que, vous parliez tout à l'heure de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, dans un livre célèbre qui s'appelle « Les structures élémentaires de la parenté », il définissait l'inceste comme la seule règle sociale, entre toutes les règles sociales, qui possède un caractère d'universalité. Et il dit que toutes les sociétés se construisent sur cette interdiction qui, comme vous l'expliquiez, permettra le mariage, etc. Moi, en vous écoutant depuis tout à l'heure, expliquer à quel point les institutions sont impuissantes, voire réticentes à lutter contre le phénomène, est-ce que ce n'est pas cette définition-là, mais cette définition de nous-mêmes? Est-ce que l'inceste ne nous renvoie pas en miroir la fausse image que nous avons de ce qu'est une société humaine, Camille Kouchner? Ah, c'est une question. Et les philosophes. La question des philosophes. Est-ce qu'il y a une fausse réponse? Je ne sais pas. Parce que j'interroge plus l'humanité, moi. La question de l'humanité en soi. Et c'est ce que disait Édouard Durand. Quel humain on veut être? La question de la dignité aussi. Donc, moi, ce qui me touche particulièrement, c'est la question du lien à l'autre. J'esquive un peu votre question, mais j'y viens en fait. L'inceste, pour les enfants qui le subissent, ceux qui sont autour, etc., a ça pour conséquence, c'est que d'abord c'est un crime de filiation, au sens où ça casse le lien, ça casse la confiance en soi, ça casse la première chose, c'est de plus pouvoir penser par soi-même. Voilà. Alors faire société avec ça, avec que des gens qui ne peuvent plus penser par eux-mêmes, c'est quand même, je ne sais pas si on peut aspirer à une universalité de cette règle, mais c'est quand même bien catastrophique. La question des alliances, j'y reviens, c'est quand même pas le cœur du sujet, quoi. Le cœur du sujet, c'est comment l'individu peut interagir avec les autres pour faire société. Le propre de l'inceste, c'est de casser cette interaction possible. Et pour des années. Camille, allez-y. Juste parce que pardonnez-moi, oui, c'est très important d'arriver à repérer la faille qui est monumentale entre l'inceste comme interdit théorique et l'inceste comme pratique constante au moment même où nous sommes en train d'en parler, maintenant, tout de suite. Oui, la réalité est celle-ci. Après coup, on dira tout le monde savait et on le présentera comme des exceptions. Quand nous disons 160 000 enfants chaque année sont victimes de violences sexuelles, et notamment d'inceste, ce ne sont pas 160 000 affaires privées. Ce ne sont pas 160 000 cas dans des zones perdues et sombres. Cela constitue d'abord un mode d'exercice du pouvoir, et deuxièmement, l'interdiction de s'en défaire. L'étymologie du mot victime veut dire lier. La politique publique doit délier les victimes. Et s'agissant de l'inceste, ce qui fait horreur au corps social que nous sommes, c'est de délier un enfant de ses parents, de son géniteur, de son père, en faisant la confusion entre ce que j'appelle les 4 registres de la parenté, la filiation, l'autorité parentale, le lien et la rencontre. Et est-ce que nous sommes prêts à délier une victime de son agresseur?
Et est-ce que la loi La réponse n'est pas prête claire. à le faire? La société n'est pas Parce qu'on est toujours sur la question de la famille et des alliances, Bien sûr, etc. Camille. Mais il y a tout de même eu une évolution de la loi. C'était l'année dernière avec l'adoption de la loi Santiago, donc qui vise à protéger les enfants victimes de violences sexuelles et de maltraitance au sein des familles, et qui prévoit notamment un nouvel outil juridique qui est le retrait automatique de l'autorité parentale en cas de mise en examen ou de condamnation du parent. Mais le problème, et vous l'avez très bien expliqué, c'est que le processus judiciaire il est très très long, que pour aboutir à une condamnation, alors déjà c'est dans une infime minorité de cas, même de mise en examen, il peut se passer des années. Et donc cette année, le ministre de la Justice, enfin cet été, Gérald Darmanin a annoncé son intention de créer un autre outil plus efficace, qui est l'ordonnance de sûreté, pour pouvoir protéger un enfant sans aucun délai dès qu'il y a dépôt de plainte. Depuis, on n'a pas vraiment eu de nouvelles. Violette Spielboot, on en est où? Est-ce que vous savez ce qu'il en est? Je ne sais pas où j'en suis parce que je ne suis pas sur ce sujet-là des ordonnances de sûreté et du lien parents et violences sexuelles. En revanche, je suis très attentive à ce qui est en train de se passer depuis quelques semaines sur les annonces du ministre. Vous avez parlé de celle-là, celui aussi de faire un ministère des victimes, parce que ce qui se passe en fait à travers la commission d'enquête qu'on a faite spécifiquement sur les violences à l'école, c'est que plein d'autres victimes de violences dans d'autres cadres s'adressent à nous, deux parlementaires, sur tous les cas de la justice injuste, de la justice lente, de la justice qui rend coupables ceux qui ont eu le courage de parler. Et on est, nous, très démunis sur ces questions-là. Par contre, j'ai une conviction, c'est que oui, les victimes ne sont pas protégées avant que l'étude de leurs droits soit faite. C'est plutôt l'inverse aujourd'hui. C'est peut-être pas très juridique quand je parle comme ça, mais en tout cas, c'est jamais la protection qui est la première, notamment dans cette loi qu'on a étudiée de 2016 de Najat Vallaud-Belkacem, qui régit les liens entre la justice et l'école lorsqu'il y a un cas d'agression au sein de l'école. On voit bien qu'il y a plein de zones qui ne permettent pas aujourd'hui aux procureurs de protéger d'abord l'enfant, parce qu'il y a la présomption d'innocence, et qui parfois laisse des agresseurs potentiels avec une classe alors qu'il y a eu une ou deux plaintes, et qu'aujourd'hui le système ne fonctionne pas pour protéger les enfants. Ça veut dire que la présomption d'innocence, mais là je reviens même à notre question et à la question de l'ordonnance de sûreté, prend le pas sur la protection de l'enfant, y compris aujourd'hui. Et à mes yeux, en tout cas, quand on parle de cette ordonnance de sûreté, j'imagine que vous avez plein de critiques à faire sur Rebecca Roy, ce qui va venir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire quelque chose de mieux qu'il y a aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ça fonctionne très mal, y compris à l'école. Pour être très clair, une ordonnance de sûreté qui serait demain mise en place, ça signifierait quoi? Que si un enfant parle, accuse son père ou son géniteur, dans l'idéal, immédiatement, le contact est rompu. Immédiatement, en tout cas, on laisse cet enfant dans la cellule familiale avec le parent protecteur, donc c'est-à-dire le parent qui ne l'a pas mis en cause, et on lui permet de ne pas voir de manière libre, en tout cas, le parent qu'il met en cause. Donc on peut le voir avec un médiateur, par exemple. Au moins, à minima, j'ai envie de dire, si c'est dans un lieu rencontre, dans des droits de visite médiatisés, déjà, on pourrait même aussi envisager de couper le lien pendant l'enquête ou l'instruction, parce que finalement, l'inceste, c'est la seule infraction sexuelle où on oblige les victimes à toujours continuer à fréquenter leur agresseur. On ne va jamais demander à une victime de viol de continuer à obligatoirement fréquenter son violeur. Mais avec l'inceste, c'est tout à fait normal de demander ça à des enfants. Donc moi, ça ne me choquerait pas que, en fait, on se dise, pendant le temps de l'enquête, pendant le temps de l'instruction, l'enfant n'a pas à continuer à voir la personne mise en cause. Certains pays le font. Oui, certains pays le font, et ça permettrait en fait aussi aux enquêtes d'être plus rapides. Parce que du coup, s'il y a cette pression-là qu'un adulte est privé de son lien sacré avec son enfant, je suis convaincue que les enquêtes seraient plus rapides et qu'on mettrait en fait la priorité sur ce type d'enquête. Mais juste, je terminerai là-dessus. Le fait d'avoir une ordonnance de sûreté qui ferait ça ne remet, à mon sens, absolument pas en compte la présomption d'innocence. On dit simplement, on n'est pas en train de dire vous n'êtes plus présumé innocent. On est en train de dire l'enfant a révélé des faits extrêmement graves. On a décidé de le croire, de le mettre en sécurité, mais pour autant, vous restez présumé innocent. Donc on va tenir une enquête ou une instruction de manière assez rapide. Et pendant ce temps-là, vous comprenez bien qu'on est fondamentalement obligé de répondre à la sécurité pour cet enfant. C'est tout.
Alors même Brizard. Aujourd'hui, justement, on oppose complètement la présomption d'innocence et le principe de précaution de l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant. Or, ce que disent ces associations qui portent ce projet d'ordonnance de sûreté depuis déjà plusieurs années, c'est pas nouveau. Là, M. Darmanin, en août, montre une ouverture, mais il n'y a pas de Peut-être calendrier. mieux vaut tard que jamais, peut-être, si jamais ça se met en place. Ce que demandent ces associations, c'est que ça cohabite. Et c'est là où on en revient à la spécificité de l'inceste, non pas que ce soit plus grave, moins grave que d'autres violences sexuelles. Si on ne protège pas un enfant dès lors qu'il ose parler de ce qu'il subit, dans la sphère familiale, il y a ce qu'on appelle aussi le conflit de loyauté. Il y a toutes ces pressions extérieures, notamment un père qui peut dire à son enfant « Attention, si tu continues de dénoncer, tu sais, papa va aller en prison, ou pire, maman ira en prison. Tout ça, ça renferme aussi les enfants dans le silence. Et c'est pour ça que ce principe de précaution et cette présomption d'innocence doivent cohabiter et ne doivent pas être mises en opposition systématiquement. Édouard Durand, vous voulez réagir là-dessus? Très rapidement, je vous en prie, allez-y. c'est déterminant. La présomption d'innocence, nous en faisons une interprétation pour cautionner le déni. Nous disons à l'enfant qui révèle des violences, écoute, nous te dirons dans 5 ans si tu as été victime ou pas. C'est ça. Bon, mais ça ne marche pas comme ça. La présomption d'innocence n'a jamais été conçue pour créer ce que j'appelle une réalité alternative. Donc, lorsque l'enfant révèle des violences, il doit avoir la garantie de la protection immédiate. Ce que nous avons gagné, c'est... Depuis la Civis. Depuis la Civis, décret du 23 novembre 2023, interdiction des poursuites pénales pour non-représentation d'enfants contre le parent protecteur, tant qu'il y a une enquête en cours pour inceste ou allégation de violence contre l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, il est en chair et en os, et tant qu'on ne sait pas, il faut quand même qu'il soit quelque part. Donc on ne va pas l'enlever. Donc on ne va pas l'enlever à la mère protectrice voilà. pour le mettre, pour le placer en foyer, par exemple. Non, en réalité, c'est pas et deuxièmement, ce que nous avons gagné, préconisation de la vie mère en lutte, loi de mars 2024, c'est quand il y a des poursuites pénales, suspension provisoire de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite et d'hébergement du parent qui est mis en examen ou qui fait l'objet de poursuite, vu le taux de classement sans suite, le risque d'atteinte à la présomption d'innocence me paraît quand même limité. Et en cas de condamnation, ce qui est bien la moindre des choses, ce qu'il faut gagner maintenant, c'est ce temps intermédiaire. Et ce problème du temps des classements pendant les classements sans suite. L'ordonnance de sûreté, c'est un juge qui doit la délivrer ou pas, qu'il faut saisir ou pas. Mais il faut en passer par là. Et sur le modèle de l'ordonnance de protection, je salue Maître Pascal Cussic, qui est un avocat, et l'association CDP Enfance, qui ont éclairé la Civis avec cette ordonnance de sûreté. Il faut qu'elle soit mise en place et qu'elle relève du juge aux affaires familiales. Je me permets de le dire, pas du juge des enfants. On est sur exercice de l'autorité parentale, droit de visite et d'hébergement. J'insiste sur ça. J'entends, et c'est dans la boîte, c'est là. Vous réagissiez quand le juge Durand parlait. Oui, non, mais c'est parce que c'est une suspension de plein droit de l'autorité parentale et du droit de visite et d'hébergement en cas de poursuite. Donc il faut qu'il y ait des poursuites. En fait, il faut aussi se rendre compte de ce que c'est que la procédure pénale. C'est-à-dire que la poursuite, c'est-à-dire que le procureur décide de poursuite ou en cas de mise en examen et jusqu'à décision contraire du juge aux affaires familiales. Donc ça veut dire que c'est vraiment pas du tout automatique, mais on le sait ensemble. C'est vraiment, il n'y a pas de... C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait un juge, mais je parle... voilà, il suffit qu'il y ait un juge aux affaires familiales qui dise non, non, je préfère pas, et puis ça s'arrête. Rapidement. Oui, très rapidement. En dehors de ça, dans tous les dossiers qu'on a à traiter, même si on a des instructions qui sont ouvertes pour des faits incestueux, en général, les pères ne sont pas mis en examen. Donc vous avez des enfants qui ont révélé des faits, il y a une instruction qui se tient, mais le père n'est ni poursuivi ni mis en examen. Donc pendant 5 ans, 10 ans, eh bien, il n'y a rien qui va changer. C'est ça qui est important de le dire, c'est que cette loi, elle est très belle sur le papier, mais en pratique, elle est inexploitable parce qu'elle elle concerne des cas infimes. Et en fait, en pratique, elle ne nous sert à rien. On est vraiment proche de la fin de l'émission, mais je me demandais, Charlotte de Villers, si votre film, qui n'est pas encore sorti en salle, avait commencé... Oui, pardon, on est le soir. Avait commencé, il est sorti depuis ce matin, avait déjà commencé, même avant sa sortie, à produire des effets. Comme certains objets culturels qui permettent de changer la nature du débat public. Est-ce que ça a déjà commencé? Je pense que oui, et notamment lors des débats qui suivent les projections.
il y a dans de nombreuses salles des personnes qui prennent la parole et qui parlent. Et qui parlent comme moi je les ai entendus au temps des rencontres de la Civise. Et j'ai échangé avec Monsieur Édouard Durand justement à ce sujet-là, parce que je me retrouvais devant une salle avec 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui parlent, qui racontent leurs histoires, qui disent c'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est mon histoire, qui ont besoin de ces espaces de parole. Et je suis extrêmement triste, mais vraiment, que ces espaces de parole n'existent plus. Parce qu'on voit combien ils sont nécessaires et combien c'était, pour certaines personnes, des moments où c'était peut-être la première fois qu'ils parlaient. Moi, ça a été le cas. C'était la première fois que j'ai pu poser des mots, comprendre des situations. Et évidemment, là, ça raconte un petit peu